Je suis Nialé Kaba, ministre du Plan et du Développement de Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qu'un pays émergent? En notre sens, il n'y a pas de définition figée donc à cette question. Et à notre sens, le pays émergent peut se saisir donc à travers les caractéristiques d'un pays. Parce que finalement, la finalité, l'objectif final de l'action publique, c'est le bien-être des populations. Le pays émergent, je disais, on peut le caractériser par rapport à l'accès des populations donc à un certain nombre de services de base. L'eau, l'éducation, la santé. C'est des services de base et l'on peut mesurer la proportion de la population qui accède à ces services avec facilité, facilité à la fois géographique mais à portée de bourse, mais également le développement des infrastructures, infrastructures de transport, électricité, des infrastructures qui permettent au secteur privé de pouvoir opérer facilement, de pouvoir créer des emplois pour les jeunes, pour les femmes. Enfin, l'économie, le pays émergent, c'est le pays qui a une économie diversifiée, une économie résiliente, une économie qui résiste aux chocs, à la fois intérieurs et extérieurs. Et quand on parle de choc, ça peut être, si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, c'est la chute du prix du cacao. Si votre économie est diversifiée, lorsque le cacao chute, vous allez avoir peut-être le cajou qui monte, le palmier à huile qui vous permet de résister. Et lorsque l'économie, en plus d'être diversifiée en matière première, vos matières premières connaissent un certain niveau de transformation, alors là, je pense que vous êtes sur la voie de l'émergence, mais de façon réversible et de façon durable. L'émergence, en réalité, c'est une vision qui est traduite en actes ensuite. Cette ambition, c'est quoi? C'est développer nos pays, c'est améliorer les conditions de vie de nos populations, c'est faire en sorte que nous exploitions mieux que nous le faisions par le passé nos ressources naturelles, c'est faire en sorte que les ressources, que la croissance qui est générée soit mieux répartie, mieux distribuée entre toutes les composantes de la population. En un mot, c'est améliorer les conditions de vie des populations. L'émergence, ce n'est pas un stade qui est mesurable en termes d'indicateurs. Pour moi, c'est vraiment une étape d'un processus. Donc, c'est un processus vers le développement, c'est un processus d'amélioration continue de la vie de nos populations. Et il s'agit pour nous de tourner la page de l'état dans lequel nous étions par le passé, qui était le sous-développement, pour nous rapprocher le plus possible des pays dits développés. La deuxième question, c'est quelle est la place des technologies de l'information et de la communication dans le processus d'émergence? Je dirais que c'est une place centrale. Pour moi, il n'est pas envisageable de parler d'émergence sans parler de numérique. Le numérique est au centre, l'émergence ne se fera pas sans le numérique. Et bien au contraire, le numérique ne peut qu'aider à aller plus rapidement vers l'émergence souhaitée par tous. Le numérique agit ici comme un catalyseur, le numérique agit comme un accélérateur. Le numérique, comme vous le savez, a un impact sur la totalité des activités humaines, sur l'ensemble de la chaîne de production de valeur. Donc, utiliser le plus possible ces ressources-là, cette ressource-là ne peut que nous mener plus facilement vers l'émergence qui est souhaitée. Donc pour moi, c'est vraiment une place centrale. À nous de l'imposer, à nous de convaincre et d'amélioration continue de la vie de nos populations. Pendant de là où vous êtes, mon nom c'est Abdoulaye Mar Dieye. Je suis le directeur régional du bureau du PNUD pour l'Afrique, basé à New York, mais participant ici à la deuxième conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Alors, à quel moment peut-on dire qu'un pays est émergent? C'est une très grande question.
D'abord, il faut une forte croissance économique sur une assez longue durée, comme on a constaté en Afrique sur 15 ans, et que cette croissance, non seulement elle est contenue, mais elle s'infléchit vers le haut. Et on a vu qu'au niveau de l'Afrique, quand bien même pratiquement tous les pays étaient en train de croître à 5% par an, seul pratiquement un tiers voient leur croissance s'infléchir vers le haut. Des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Kenya. Donc ce sont des pays pour lesquels on peut dire que l'émergence s'amorce. Bon, certains pays sont toujours sur la tendance de 5%, d'autres qui ont été frappés par la chute des cours des matières premières, l'Angola, le Nigeria, l'Afrique du Sud, sont en train d'avoir des croissances un peu plus infléchies vers le bas. Mais la croissance économique n'est pas la seule variable qui détermine l'émergence. Il y a ce qu'on appelle la transformation structurelle. Surtout montrer qu'il y a plus de valeur ajoutée retenue dans les économies. Ça aussi, c'est une deuxième variable importante. La troisième variable, c'est qu'il faut que la croissance économique ait un impact sur la réduction de la pauvreté et le développement humain. Voilà en somme les trois caractéristiques qui montrent qu'une économie est en voie d'émergence. Maintenant, comment mon organisation, le PNUD, participe-t-elle à l'atteinte de l'émergence en Afrique? D'abord, par l'organisation de ces conférences. En 2015, nous avions organisé la première conférence sur l'émergence de l'Afrique. 2017 est la deuxième édition. Et dans cette conférence, nous avions d'abord, la première, proposé un modèle d'émergence. Comme j'ai dit tout à l'heure, qui est basé sur le triptyque mettre en place un État développementaliste, c'est-à-dire un État qui a une vision de long terme et qui peut financer le développement et orienter le développement. Un État qui appuie et facilite la transformation structurelle, notamment en incluant le secteur privé et surtout l'entrepreneuriat. Un État qui investit dans le capital humain pour que l'impact de la croissance sur le développement humain soit beaucoup plus rapide. Donc notre rôle en tant que PNUD, c'est d'offrir une plateforme pour définir un modèle de l'émergence. Et cette deuxième conférence sera l'occasion pour nous d'affiner le modèle qu'on a défini au niveau de Abidjan 1. Donc on aura au sortir de notre conférence jeudi ce qu'on appellera le modèle Abidjan 2. Notre rôle aussi, c'est d'amener tous les acteurs qui travaillent sur l'émergence et échanger des bonnes pratiques. Ce que j'ai constaté, parce que j'ai eu le loisir, le plaisir de lire les 27 plans d'émergence qui existent et les études de synthèse sur 13 de ces plans, j'ai vu qu'il y a énormément de bonnes pratiques qui existaient en matière d'émergence et notre rôle, c'est de donner un peu cette plateforme de partage de ces bonnes expériences-là. Et naturellement, sur le plan financier, en tant que PNUD, nous continuons, dans le cadre de nos programmes, notamment de lutte contre la pauvreté, de développement communautaire et de renforcement de la gouvernance, d'inscrire nos programmes dans cette philosophie de l'émergence. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Ayodele Odushola. I'm the Chief Economist for UNDP Africa, based in New York. Well, the Emergence Conference is really turning Africa into the real engine of transformation across the world. What is an emerging country? An emerging country is a country who has been able to achieve higher growth of rate for quite a number of years, not in a sporadic way, in a consistent manner. And again, it's not only growth, it's growth that is translated into improved living conditions for its citizens. And at the same time, coupled with a kind of developmental state where the government has a vision for development and pursue the implementation of that vision within a very long time. What is the contribution that I've made in the area of intervention to the achievement of emergence in Africa? As the Chief Economist for UNDP Africa, I happen to be one of the pioneers of the people that brought the idea together. We did the first conference in 2015 here, and this is the second one. Mine is just to make sure we bring experts all over the world, across Africa, to share experiences on what they have done in the three critical areas and pillars of emergence. In the area of growth, which we call structural economic transformation, and at the same time, human development, as well as developmental state. Well, in terms of the expectation of citizens, the constants of African emergence, citizens have a significant role to play
in accelerating and achieving emergence. First, they have to make sure the emergence principles articulated in national plan is really implemented as said by the government. They are the ones to really bring government attention to the implementation of the emergence across the various aspects of development frontiers that we have identified as the 3 pillars of emergence, meaning economic growth that is transformative, promoting developmental scale in terms of having access to basic services, having access to infrastructural services, promoting infrastructural development, promoting skill and entrepreneurship development, as well as making sure that all the growth we achieve over the years have translated into improved human conditions, such as access to basic health services, access to quality education, as well as a decent job. Well, in terms of what do internet users need to learn from my explanation? Well, what they need to learn is to help advocate the concept of emergence and at the same time help to track government performance in the various areas through the issue of crowd and source pooling of information, and at the same time making sure they educate the public about what the emergence is and the role of citizens as well as the role of government. Thank you very much. Mon nom est Boubou Draman Kamara, je suis le directeur pays du PNUD au Mali. À quel moment peut-on dire qu'un pays est émergent? C'est une question pertinente. Je dirais d'abord que l'émergence n'est pas un statut qui est statique, il est dynamique. L'émergence d'un pays, on a traditionnellement tendance à le dire en disant qu'il faudrait un revenu per capita de 7% sur la durée, donc 7% par tête d'habitant sur la durée, ou bien certains disent $4 000 en chiffre en nominal. Mais je dirais que pour qu'un pays puisse être catalogué d'émergent, il faudrait qu'effectivement qu'il y ait une croissance soutenable, une croissance qui inclut les pauvres, une croissance qui soit inclusive donc, et une croissance qui amène à ce que certains des fondements du développement sont là. Ces fondements sont nombreux. L'inclusion des jeunes, des femmes, des couches vulnérables, et que cette croissance soit créatrice d'emplois. Donc un pays ici, pendant une dizaine d'années, une quinzaine d'années, a cette caractéristique, on peut dire qu'il est sur la voie de l'émergence. Mais attention à la réversibilité. Les problèmes d'instabilité, de guerre et de conflits internes peuvent amener à ce qu'il y ait une réversibilité. Donc il faudrait également qu'il y ait une stabilité et également qu'il y ait un engagement fort des politiques et des décideurs jusqu'au plus haut niveau. Donc l'émergence, chacun a sa définition, mais voilà la mienne et je pense qu'elle est importante, surtout quand on dit qu'il faudrait qu'elle crée durablement, sur une dizaine d'années, une quinzaine d'années, une croissance qui soit pro-pauvre, inclusive et qui crée des emplois. J'aimerais bien avoir cette occasion de m'adresser à vous, à votre communauté, pour répondre à une question qui me paraît avoir une très grande importance. Quelle est la contribution de mon domaine d'intervention à l'atteinte de l'émergence de votre pays et de l'Afrique? Je suis professeur, cela fait plus que 30 ans que j'ai consacré mon énergie et mon savoir-faire et ma formation à l'éducation des jeunes. Et donc mon domaine c'est l'éducation. Et je crois que l'éducation et l'émergence d'un pays, il y a vraiment un lien profond et déterminé. Pour comprendre cela, il suffit de regarder un fait indéniable. C'est-à-dire si on regarde tous les pays développés en Occident et les pays qui ont réussi l'émergence au premier plan, les pays de l'Asie de l'Est, on pourrait voir une corrélation très étroite entre un niveau de l'éducation assez élevé et une performance économique. Presque sans exception. Prenons l'exemple des pays de l'Asie de l'Est, le Japon, la Corée du Sud et la Chine plus récemment. On peut voir que tous ces pays-là ont investi de manière massive et continue dans leur système éducatif. Et comme par résultat, leur système éducatif maintient un niveau assez satisfaisant pour la société civile et aussi pour le pays.
Et en plus, vous pouvez voir que la contribution de l'éducation au développement économique en termes de PIB est aussi évidente. Selon les statistiques des économistes, à partir de 1995 jusqu'à 2004, pendant cette période où la Chine a connu une croissance la plus exceptionnelle, la contribution de l'éducation à cette croissance de PIB se trouve à la hauteur de un peu moins de 24%. Donc ça, c'est considérable. Et si on considère aussi un autre facteur, c'est que l'investissement pendant cette même période en équipement était 10 fois supérieur à celui en éducation. Donc on peut voir l'éducation, ce n'est pas simplement un facteur très important pour le développement économique, mais c'est aussi un investissement très efficace, plus efficace que des constructions en infrastructure. Mais ceci dit, l'éducation avec le développement économique, le lien n'est pas direct. Le lien n'est pas direct, c'est-à-dire quand on construit une autoroute, on construit une centrale d'électricité, les effets sur l'économie est direct. On peut vraiment le mesurer de manière quantifiable. Tandis que pour l'éducation, des investissements à l'école, ça ne se voit pas d'un jour à l'autre. Pour cela que on peut voir toujours une espèce de paradoxe. D'un côté, tous les gouvernements parlent de l'importance de l'éducation. De l'autre côté, les contraintes budgétaires sur l'éducation restent toujours décevantes. Donc cela exige une prise de conscience de la part du gouvernement et aussi de la part des acteurs en économie, en éducation, pardon, les familles, les autorités locales, pour qu'on puisse prendre une vision de long terme pour investir dans l'éducation pour satisfaire tous les besoins du développement économique. Ceci dit, il y a aussi une chose très importante à tenir compte, c'est-à-dire l'investissement en éducation ne se fait pas de manière automatique. Il faut aussi envisager des réformes, parce qu'il faut chercher une adéquation entre un système éducatif et le système économique de l'autre côté. Voilà. Donc, tous les acteurs dans le domaine doivent avoir une vision claire et à long terme pour essayer de construire un système éducatif qui répond aux besoins et qui soutient le développement économique. Donc ça, c'est une longue histoire, donc on peut parler plus en détail, mais le temps est limité. Donc je voudrais justement résumer ma pensée en une phrase. C'est-à-dire, si vous voulez construire un avenir pour vos enfants, hein, envoyez-les à l'école. À une meilleure école, si vous avez le choix, hein, envoyer l'école. Et de l'autre côté, pour le gouvernement, si vous voulez avoir vraiment une croissance soutenue et durable, construire des écoles. Construire des écoles et essayer de former les meilleurs professeurs et les enseignants pour la jeunesse. Ça, c'est une condition sine qua non pour l'émergence d'un pays, d'une société et d'une région. Bonsoir la communauté, je m'appelle Amadou Bouli, je suis économiste principal à la Banque africaine de développement. À quel moment peut-on dire qu'un pays est émergent? Donc je pense que le statut de pays émergent est une phase transitoire entre le statut de pays sous-développé et le statut de pays développé. Donc comme je l'ai dit, c'est une phase transitoire qui se matérialise par une augmentation des revenus et du niveau de vie, et aussi par une transformation structurelle vers l'industrie pour avoir
un développement économique plus soutenable. Ce que je peux dire, comme c'est une phase transitoire, j'espère que dans quelques années, nous aurons une conférence qui aura pour sujet l'atteinte du statut de pays développé. À la Banque africaine de développement, nous avons un programme qu'on appelle les 5 grandes priorités, qui sont, je les donne en anglais, Light Up Empower Africa, Feed Africa, donc nourrir l'Afrique, intégrer l'Afrique, industrialiser l'Afrique et améliorer la vie des citoyens africains. Donc nous pensons à la banque à travers ce programme. On peut vraiment pousser une transformation structurelle de l'Afrique et nous engager sur le chemin du développement durable et de l'émergence. Définir une vision, qui sait où il va, une vision partagée par sa population, mais un pays qui a mis en œuvre des conditions qui permettent à chaque citoyen de pouvoir trouver soit un emploi décent en se faisant employer ou lui-même en étant son employeur. Donc en un mot, un pays décent, c'est un pays dans lequel le souci de ce que sera demain n'est plus un problème. Mais il faut continuer de maintenir cet état de fait. C'est pourquoi il n'y a jamais une situation où on arrive et on dit nous avons atteint l'émergence et le reste viendra tout seul. C'est au bout d'un effort, au bout d'un ajustement qu'on continue à le faire. Quelle est la contribution de votre domaine? Non, moi j'ai été Premier ministre. Et la contribution, pour ce qui concerne un peu des responsables politiques, c'est d'avoir un leadership. C'est de savoir avoir de la volonté de vouloir conduire et la volonté de vouloir communiquer, la volonté de vouloir asseoir quelque chose de durable et de profitable pour la société. Par conséquent, cette volonté ne peut être acceptée que lorsque vous donnez vous-même l'exemple. Donc, nous essayons de partager une expérience et d'apporter aussi notre contribution pour cette atteinte de l'émergence. Qu'est-ce qui est attendu des citoyens dans le cadre de l'émergence de l'Afrique? Naturellement, l'émergence est ce que nous disons une espèce de transformation de l'économie, où on a de nouvelles approches. Et parce qu'on a de nouvelles approches, il faut qu'on ait un nouveau type de citoyen. Un nouveau type de citoyen qui est plus discipliné, un nouveau type de citoyen qui travaille, un nouveau type de citoyen qui aime son pays, parce que vous ne pouvez donner de l'effort que pour ce que vous aimez. Par conséquent, on attend du citoyen cette approche de discipline. Mais cette approche est de savoir qu'on ne peut pas réussir seul, on doit réussir ensemble. Et ça, c'est vraiment des valeurs qui sont des valeurs fondamentales que le nouveau citoyen doit avoir, au lieu des valeurs de désordre, au lieu des valeurs de paresse, au lieu des valeurs de courte échelle. Non, on ne peut pas s'attacher à ces valeurs et atteindre l'émergence. Voilà. Je suis le ministre de l'économie, des finances et du développement du Burkina Faso. Et ça, je voudrais d'ailleurs me féliciter de l'organisation de cette conférence. J'avais déjà pu participer à la première. Et il y a beaucoup de personnes qui se demandent ce que c'est qu'un pays émergent. Autant lorsque vous voyez un pays sous-développé, vous le savez. Autant lorsque vous voyez un pays émergent, vous le savez. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que c'est au niveau de la transformation structurelle de l'économie, de la création d'opportunités pour les jeunes et les populations les plus vulnérables, mais c'est aussi la création d'un environnement qui permet le développement durable du pays. Donc il faut quitter une situation où vraiment un niveau de pauvreté est très élevé, à un niveau où il y a une amélioration substantielle des conditions de vie des populations. Je crois que fondamentalement c'est ça, et en levant bien sûr les goulots d'étranglement qui s'opposent au développement des pays. S'agissant de mon département au niveau du Burkina Faso, la contribution à réaliser, c'est déjà l'élaboration des politiques publiques. Et nous venons d'élaborer le plan national de développement économique et social qui donne un peu, qui trace le chemin. Et ce plan, à la différence de certains plans, on s'est donné la situation de départ. Quelle est la situation du pays en 2015 et qu'est-ce que nous voulons réaliser d'ici l'horizon 2020? Donc, c'est un peu tracer le chemin et prendre aussi les réformes, initier les réformes nécessaires qui permettent effectivement d'atteindre ces résultats.
Et les réformes, que ce soit au niveau des politiques fiscales, de la politique budgétaire au niveau de mon pays, que ce soit au niveau de la commande publique, que ce soit justement la correction des inégalités et s'assurer que la croissance est une croissance pro-pauvre, que c'est une croissance qui est inclusive et que c'est une croissance qui réduit les inégalités. Je crois que c'est ça la question et c'est la contribution de mon département et cela est décrit dans le plan national de développement économique et social. Et bien sûr, il y a l'évaluation des politiques publiques pour pouvoir mesurer l'impact des politiques que nous menons sur les populations directement. Ce qui est attendu des citoyens dans le cadre de l'émergence en Afrique, je crois que les citoyens ont un grand pouvoir au niveau de l'Afrique. Et l'Afrique d'aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était par le passé. Le contrôle citoyen des politiques publiques doit être vraiment au cœur de l'émergence. Parce que s'il n'y a pas une reddition des comptes, s'il n'y a pas une obligation de rendre compte, on ne peut pas avoir une qualité de développement donnée. C'est pour cela que je crois qu'il est important que les citoyens puissent contribuer à contrôler l'action du gouvernement. C'est vrai qu'il y a le législatif, c'est le rôle en fait de l'Assemblée nationale, mais les populations, quelle que soit là où elles se trouvent, y compris au niveau local, devraient pouvoir dire, vous le gouvernement, vous avez prévu de faire ci et ça, nous n'avons pas vu, etc. Et voilà ce que nous pensons pour améliorer effectivement la situation. Je crois que ça c'est un aspect important dont le pouvoir doit revenir effectivement au peuple pour contrôler les politiques publiques. Et je voudrais ici profiter ici pour saluer les internautes et leur dire que c'est par rapport à leur contribution elle-même que l'Afrique pourra avancer. Comment leur contribution peut se faire, c'est-à-dire s'informer déjà, je crois être les relais, c'est très important, interpeller les gouvernants. Je crois que ce sera le rôle qui est attendu des internautes et je voudrais vraiment dire encore ici merci. Merci à tout le monde et bon, espérons que lorsqu'on va se donner rendez-vous dans 2 ans, on aura vraiment de belles leçons à partager avec tout le monde. Bonjour, Babacar Cissé, coordinateur résident du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Babacar Cissé, coordinateur résident du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire. À quel moment peut-on dire qu'un pays est émergent? Être émergent est un processus, mais n'est pas une finalité. Parce qu'en fait, tous les pays qui aspirent à devenir des pays émergents ont pour vocation de devenir à terme des pays industrialisés, des pays développés. Donc c'est une trajectoire par laquelle devront passer la plupart de nos pays à travers des politiques et des réformes qui sont nécessaires pour parvenir à l'émergence. Mais aussi, il est vrai que l'intérêt de l'émergence, en fait, c'est de faire en sorte que les pays puissent mettre en œuvre des politiques permettant de réduire les inégalités, de lutter contre la pauvreté et de satisfaire les besoins essentiels de nos populations. Comment mon organisation participe-t-elle à l'atteinte de l'émergence dans les pays dans lesquels j'habite ou en Afrique de manière générale? Le Programme national pour le développement, le plus d'un sigle, a pour vocation d'accompagner les pays dans la formulation de leurs politiques et la mise en œuvre de ces politiques. Donc il est fondamental que nos pays puissent disposer de plans et de stratégies visant donc, notamment des réformes structurelles qui sont nécessaires et institutionnelles, mais également des programmes visant à promouvoir l'industrialisation de l'Afrique. Il est évident que nous ne pourrons être émergents que si nous sommes industrialisés. Et donc ça, c'est la vocation de la plupart de nos pays, et notre vocation est de les accompagner dans ce sens, avec bien sûr d'autres partenaires au développement. Quels sont les facteurs qui pourraient entraver l'émergence d'un pays? Le facteur essentiel est, à mon sens, la volonté politique, l'engagement des pays à aller dans ce sens. Nous avons constaté hier que certains pays qui n'étaient pas déjà engagés dans ce processus, en écoutant les uns et les autres, se sont rendus compte qu'il était impératif pour eux de mettre en œuvre des politiques et des stratégies d'émergence. Et par conséquent, de s'inspirer des bonnes pratiques de certains pays, mais également de leurs échecs. Parce qu'il est toujours important de tirer des enseignements de ce qui se passe de manière positive dans nos pays, mais également là où nous avons péché. Et donc, je reviens donc sur la question qui consiste à dire que nous ne pourrons pas être émergents s'il n'y a pas de volonté politique, n'est-ce pas, un engagement de nos dirigeants, mais auquel engagement doit être associé l'ensemble des acteurs, que sont la société civile, mais également le secteur privé et les citoyens. Donc, c'est un processus qui doit être inclusif et qui doit donc accompagner l'ensemble des processus visant à aller dans le sens de l'émergence dans les pays africains.
Alors, maintenant, la question de savoir ce que les internautes qui sont connectés à travers le monde, ce qui est attendu d'eux. À travers la conférence sur l'émergence de l'Afrique, nous avons mis en place, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, une plateforme d'échange. Nous avons donc des documents qui ont été préparés dans le cadre de la conférence, notamment en matière de gouvernance des institutions publiques, un papier qui a été présenté par la Banque mondiale. Nous avons un papier qui a été présenté également par la Banque africaine de développement sur les processus de transformation structurelle en Afrique, durable et inclusive. Nous avons un papier qui a été présenté par le PNUD qui fait la synthèse des études de cas de 13 pays africains, permettant de tirer des enseignements sur ce qui se faisait de manière positive, les avancées que ces pays connaissent en matière d'émergence, mais également les contraintes qui sont les leurs, les parcours qui leur sont spécifiques, parce que comme on le sait, les pays sont différents. Nous avons des pays insulaires, nous avons des petits pays, nous avons des grands pays. Et par conséquent, donc, la synthèse de ces différents travaux nous permet d'avoir une lecture assez critique des processus qui sont en cours sur le continent. Et je pense que ça, ce sont des documents essentiels dont pourraient donc s'inspirer les internautes pour mieux comprendre la démarche qui est celle de l'Afrique, les enseignements tirés de ce que nous faisons en Afrique de manière générale, et éventuellement partager ces pratiques avec donc le réseau d'internautes que vous êtes. Et je pense que, et aussi poser des questions. Je pense que l'avantage de cette plateforme, c'est de vous permettre de nous poser des questions, de nous interpeller sur les défis qui sont les nôtres, sur les acquis, mais également les contraintes qui sont nôtres, et comment éventuellement donc aller de l'avant avec l'appui et la participation de tous les acteurs que vous êtes. Et bonjour à la communauté des internautes. Je suis heureux de profiter de cette deuxième conférence internationale sur l'émergence en Afrique pour échanger avec cette communauté sur la problématique de l'émergence. Qu'est-ce qu'un pays émergent? Eh bien, un pays émergent, c'est à mon sens un pays ayant atteint un niveau de développement global, s'entend, sur tous les plans, suffisamment appréciable pour que l'on puisse penser à un seuil d'irréversibilité. Il n'y a jamais d'irréversibilité absolue, mais d'irréversibilité relative ou de difficile réversibilité. Et où on a suffisamment de marge pour, même si on avait un arrêt brusque du processus, suffisamment de ressources et de capacités dans le pays pour redémarrer et atteindre plus tard, dans un avenir proche, le seuil du développement. Quelle est la contribution que, sur un plan personnel, j'ai pu apporter à l'émergence? 1998, juillet 1998, je suis nommé Premier ministre du Sénégal. Dans mon discours de politique générale en 1998, je crois pour la première fois d'ailleurs dans notre zone, j'ai évoqué la quête de l'émergence pour les pays africains et singulièrement pour le Sénégal. Je promettais que dans un horizon de 15-20 ans, on atteindrait le seuil de préémergence. Par la suite, j'ai eu à travailler sur ce concept, mais aussi sur le concept plus large de développement au sein des Assises nationales du Sénégal, qui en 2008 et 2009 ont permis aux acteurs publics et privés de la société sénégalaise, des partis politiques, les ONG, les personnalités individuelles, de réfléchir sur 50 ans de vie politique, économique et sociale du Sénégal et discuter des mesures et orientations nécessaires pour arriver à renverser le cap. Et enfin, bien sûr, dans mes conseils aux pays, mais aussi aux institutions internationales et aux organisations privées, que je mène depuis 2001, j'insiste beaucoup sur cette notion de développement comme quête de tout pays et sur l'émergence, non pas comme finalité et valeur, mais comme étape et comme phase cruciale
si l'on veut atteindre le développement, parce que la quête du développement est très longue, et si on ne prend garde, justement, on n'a pas assez de mesures des étapes intermédiaires, et c'est cela en quoi sert la notion d'émergence. Ce n'est pas une valeur en soi, mais c'est une notion très utilitaire pour mesurer l'effort et pour mesurer le chemin accompli, le chemin parcouru et le chemin qui reste à accomplir pour atteindre le Graal, si l'on veut bien appeler ainsi le développement. Qu'est-ce qui est attendu des citoyens dans le cadre de l'émergence en Afrique? Ce qui est attendu des citoyens, c'est qu'ils prennent le rôle principal qui est d'être acteurs, mais aussi finalité du développement et de l'action publique. Cela signifie que le citoyen doit être au centre de l'action publique parce qu'il en est la finalité déclarée par les pouvoirs publics, par les constitutions. Cela veut dire qu'il doit être armé d'un sens du travail, d'un sens aigu de la discipline, d'un sens également de la rigueur et du sens de l'éthique. Et enfin, qu'il ait des exigences par rapport à ses dirigeants. Moi, je suis de ceux qui pensent que la notion qui doit faire le lead en ce qui concerne, qui doit être primordial pour l'émergence, ça ne doit pas être, ou le développement, ça ne doit pas être, ou pour la démocratie, ça ne doit pas être le leadership, c'est la citoyenneté. C'est une citoyenneté instruite, éduquée, consciente, rigoureuse, exigeante, qui va développer des réflexes de leadership collectif, local, puis national, et vis-à-vis de qui ils vont, ces citoyens, avoir des exigences très fortes, et non pas seulement des demandes évasives et une aspiration très, disons, naïve et générale au bien-être ou au bonheur. Il faut avoir des exigences dans tous les secteurs de la vie politique, économique et sociale de nos États. Quel est le mot de la fin de mon intervention et sur quel mot je devrais retenir s'il y en avait un? C'est exigence de progrès. Les citoyens doivent avoir des exigences de progrès vis-à-vis de leurs dirigeants, qui ne doivent pas être seulement autorisés à tout faire, mais qui ne doivent être autorisés qu'à ajouter des pans au mur de la construction nationale. Je vous remercie et cela a été un plaisir pour moi d'échanger avec vous sur cette thématique importante. Alors, Luc Joël Grégoire, je suis l'économiste principal économiste principal et aujourd'hui directeur pays du PNUD en Côte d'Ivoire. Je salue naturellement la communauté des internautes, ceux qui sont associés à cet événement autour de la réflexion sur l'émergence de l'Afrique, un engagement et puis une mobilisation très forte, remarquable même, puisqu'Abidjan accueille une forte communauté de chefs d'État, d'institutionnels, de représentants du gouvernement, de partenaires de la société civile et du secteur privé. Donc nous sommes ravis de cet échange. À quel moment peut-on dire qu'un pays est émergent? Donc sur cette première question, je voudrais vous dire que d'une manière générale, on considère 5 grands facteurs. D'abord le niveau de revenus. Des pays qui ont atteint au-delà de 7 à 10 000 $ en moyenne de revenus par habitant, c'est sans doute le premier critère qui est considéré dans l'émergence. Vous avez le second critère qui consiste à mesurer l'engagement en termes d'investissement et de facteurs de productivité. L'investissement, c'est ce que l'on engage pour transformer la société et pouvoir mobiliser les moyens de production, les moyens économiques et de la croissance. Le troisième paramètre généralement utilisé, c'est naturellement la transformation structurelle. Elle consiste à promouvoir un processus d'industrialisation, valorisation des capacités nationales de production, pour pouvoir, quatrième critère, entrer dans le marché mondial, l'insertion au marché mondial, le positionnement dans les échanges internationaux, c'est considéré comme le quatrième facteur dit de l'émergence. Et puis le cinquième paramètre, d'une manière générale, c'est le capital humain. C'est la capacité à mobiliser à travers ses compétences et ses ressources propres l'État
l'État développementaliste, mais aussi tous les paramètres essentiels en termes de ressources humaines pour promouvoir et accompagner l'émergence. La deuxième question concerne l'appui que notre organisation, le Programme des Nations Unies pour le développement, apportons pour accompagner la démarche de planification. Principalement, le mandat du PNUD, c'est de promouvoir cet accompagnement des plans d'émergence. Les pays vont, selon des trajectoires diverses, avec des horizons divers. L'idée, c'est de vraiment faire converger ces plans, de les renforcer en termes qualitatifs, en termes d'inclusivité, faire en sorte que ce soit des plans qui associent le secteur privé, la société civile, les centres de recherche, les partenaires au développement souvent qui concourent à la vision à long terme de développement. Et donc l'Organisation des Nations Unies et le PNUD en particulier, nous accompagnons les processus de planification, nous accompagnons les modalités de programmation, les politiques publiques qui sont définies, nous les accompagnons dans leur formulation avec un caractère normatif et d'engagement multidisciplinaire. Nous accompagnons aussi les dispositifs de mesure et de suivi-évaluation à travers les statistiques qui permettent de mesurer les paramètres conduisant à l'émergence. Nous accompagnons aussi le dialogue des politiques parce que dans l'émergence, la dimension institutionnelle et de gouvernance est essentielle parce qu'elle permet de s'assurer que l'État, les attentes des citoyens, les contre-pouvoirs, les acteurs clés du dialogue politique, de la vision à long terme, pour une vision consensuelle, inclusive à long terme du développement, c'est aussi un paramètre essentiel. Donc nous accompagnons les dynamiques de gouvernance. Troisième question, quels sont les facteurs qui peuvent entraver l'émergence d'un pays? Nous savons que le premier facteur, c'est bien sûr l'instabilité, les guerres, les conflits internes, et ils sont quand même encore nombreux malgré des engagements, des mécanismes de contre-pouvoir, des mécanismes de dialogue internationaux et nationaux, les conflits, l'instabilité, le risque terroriste. Donc la gouvernance sécuritaire et judiciaire est essentielle à l'accompagnement de la dynamique de gouvernance. C'est le premier des risques. Le second risque, c'est celui qui est fondé sur la durabilité. Vous savez qu'aujourd'hui, les impacts environnementaux, la durabilité, l'adaptation au changement climatique sont des contraintes, des facteurs exogènes qui sont coûteux et qui peuvent pousser des pays à retomber dans la trappe de la pauvreté. Donc ce sont deux paramètres, pour être bref, deux paramètres essentiels. Pourquoi un accompagnement et une mobilisation des communautés, des réseaux sociaux? Parce que l'émergence, c'est un projet, c'est une ambition, ça demande naturellement une démarche d'inclusivité, une écoute, une valorisation des meilleures pratiques, et chaque internaute, chacun de nous, chaque acteur de la société civile, du secteur privé, concourt à valoriser les bonnes pratiques, à servir d'alerte, d'observateur critique, et naturellement la critique, la confrontation des idées permet de faire avancer les choses et donc de valoriser les meilleures pratiques. Le PNUD, notamment, les Nations Unies d'une manière générale, nous encourageons les plateformes interactives d'échange pour recueillir les critiques, recueillir l'expression des communautés, de la société civile sur les grands défis, sur les politiques publiques, sur les enjeux de la coopération internationale pour une efficacité du développement. Merci beaucoup, je suis ravi et je rappelle que le PNUD est prêt naturellement et l'équipe qui est à Abidjan accompagne la conférence pour l'émergence de l'Afrique, prête à répondre à toutes les questions et toutes sollicitations qui nous viennent des internautes que nous remercions chaleureusement. Merci. Je suis la coordinatrice du système des Nations Unies au Burkina Faso et à la fois la représentante résidente du PNUD. Et vraiment ravie de vous retrouver avec vous. Alors, à quel moment peut-on dire qu'un pays est émergent? Moi, je crois que d'abord, il faut savoir que l'émergence, c'est une dynamique. En ce qui concerne les moments, moi, il y a deux moments forts. Le premier moment, c'est au niveau interne, au moment où chaque citoyen se sent concerné
par le développement d'un pays. Là où le citoyen voit en la qualité de sa vie, voit dans aussi l'activité économique, où on sent que nos institutions sont là pour appuyer le bon fonctionnement de nos gouvernements, pour appuyer le bien-être de tous. Là, c'est l'un des moments. Il y a un autre moment qui est au niveau externe. Et en ce moment-là, il s'agit quand même de dire que nous vivons dans un monde où nous voulons voir, dans ce qui se passe dans nos pays internes, comment c'est vécu par ceux qui ne sont pas dans nos pays. Et ce sont des moments où on utilise les quelques indicateurs qui nous disent par rapport au PIB du pays, par rapport à l'état de gouvernance, en comparaison à d'autres. Donc je peux dire que pour moi, il y a une dynamique interne qui est vécue par toute la population. Il y a aussi une dynamique externe telle qu'elle est vue par ceux qui ne sont pas dans nos pays. En ce qui concerne mon organisation, les Nations Unies, je peux dire déjà comment les Nations Unies participent à l'atteinte de cette émergence. Cette conférence est en elle-même la manière dont le PNUD participe à cette émergence à travers les échanges d'expériences qu'on a eu les 3 jours passés, même à travers le fait qu'on est en contact avec vous. Je crois que c'est aussi un moment fort pour beaucoup de pays, pas seulement en Afrique, mais on a eu à partager avec les pays de l'Asie du Sud, on a eu aussi à partager avec les quelques acteurs du secteur privé. L'autre rôle, ce qu'on joue, c'est qu'au niveau des pays même, par exemple, en ce qui me concerne, le Burkina Faso, nous appuyons le Burkina Faso déjà dans la mise en œuvre de son plan national économique et de développement social. Et dans cet accompagnement, nous le faisons en sorte que le pays continue à bénéficier des expériences qui ont eu des résultats probants, à bénéficier aussi des cadres de concertation qui leur permettront d'avoir la voix de tout le monde pour que le processus soit inclusif et à la fois que ce soit un processus qui transforme pas que les institutions, mais la manière dont l'État et les populations se parlent, qu'il y ait des cadres de dialogue contenus, que ce soit aussi le secteur privé qui participe. Par rapport aux facteurs qui pourraient entraver l'émergence, j'en vois 3. Le premier, je peux dire que d'abord, c'est la complaisance des fois que nous avons tout de suite après avoir défini les plans. Il ne faut pas du tout qu'il y ait une complaisance quand il faut agir. Ce n'est qu'à travers les actions soutenues que nous pourrons avoir des résultats. Donc il faut qu'il y ait un moyen d'avoir vraiment des outils qui nous permettent de rester dans l'action contenue. Deuxième point, c'est quand il n'y a pas une vision partagée. Par partager, je vais dire par tout le monde, parce que les plans qui concernent l'émergence, ce sont des plans pas que du gouvernement, mais de nous tous. Donc il faut qu'on reste toujours vraiment dans une dynamique où tout le monde se sent concerné par la vision d'un pays. Et le troisième, je vais dire que ça, quand il n'y a pas de cohésion sociale. Et cohésion sociale, c'est très important parce que même ceux qui ne sont pas au pays, il faut qu'ils se sentent concernés par le développement d'un pays. Il faut que chaque citoyen, là où il se trouve, elle se trouve, voit que sa participation pour l'émergence de son pays compte, qu'on soit à l'intérieur ou en externe. Maintenant, je vais dire un dernier mot. Merci encore à vous, internautes, déjà à travers cette opportunité. Vous êtes des acteurs parce que vous nous permettez de communiquer. C'est parmi vous les communicateurs, c'est parmi vous les collaborateurs, c'est parmi vous les innovateurs qui allez faire en sorte que ce processus d'émergence soit aussi un processus de transformation où vous allez participer à créer cette dynamique, que ce soit à travers le secteur privé, que ce soit à travers les jeunes, que ce soit à travers les institutions de gouvernance, que ce soit aussi à travers ceux qui doivent rendre compte pour qu'il y ait une inclusion de toutes les couches de la société pour que personne ne soit laissé pour compte. Donc on compte surtout sur vous et vous le faites déjà et continuez et merci.